Bonjour à tous, Sébastien Lécuyer, je suis garde animateur à réserve naturelle de Vallée-Comont et employé par la Roselière qui est gestionnaire de la réserve. Et Marion Savot, je travaille à l'association Adré. On fait un petit retour sur les 15 ans de la gestion de la réserve, avec notamment on va commencer par la présentation rapide de la réserve, les enjeux de conservation. Deux exemples au niveau de la gestion par le pâturage et la fauche, et des bilans et perspectives pour l'avenir. Donc la réserve naturelle du Marais de Vallée-Comont, qui est une réserve naturelle nationale, a été créée en 1997, s'étend sur 108 hectares environ, et la partie septentrionale des marais de la Souche, qu'on voit ici, avec le secteur central de Pierrepont, où on a eu l'extraction industrielle de la tour, et le secteur nord, donc, qui a été relativement préservé au niveau de cette extraction. Donc en fait, il s'agit quand même, parce qu'on revient, on est passé très rapidement, oui. C'est à la base, c'est une tourbière alcaline. Donc effectivement, sur une large surface, et la partie réserve naturelle correspond en fait à des espaces qui ont été effectivement moins impactés par l'exploitation de la tourbe. Donc suite aux premiers inventaires, il y a des enjeux de conservation qui se sont détachés, qui sont essentiellement liés aux végétations, et notamment aux végétations de tourbières alcalines ouvertes, puisque l'essentiel du restant des marais de la Souche est essentiellement boisé. Donc des enjeux sur les végétations de tourbières alcalines ouvertes et les espèces végétales et animales patrimoniales qui sont associées à ces végétations. Donc ces végétations, on va juste vous présenter les végétations patrimoniales qui sont présentes sur la réserve, donc des herbiers aquatiques et les végétations de coupe tourbeuse, des végétations de tourbières basses et des roselières équarrissées tourbeuses. Donc un petit peu dans le détail, depuis les stades les plus pionniers, on a notamment des herbiers acaracés du Carion fragilis qui se développent dans des plans d'eau permanents essentiellement, des herbiers, des oligotrophes basiques, légomésotrophes, qui sont complétés dans les fossés notamment, donc de l'eau plutôt courante, alors c'est un grand mot puisqu'il y a très peu de courant, dans des fossés par le Potamium polygonifolie et notamment par les végétations à potamo-coloré, les Potamotum colorati, à Potamotum coloratus et à Spargelium latens, deux espèces qui sont protégées en Picardie. Donc le potamo coloré est très présent, le Spargelium latens beaucoup moins. Le potamo coloré, on va le retrouver notamment au niveau des goules tourbeuses. Donc là, on est vraiment à l'interface entre l'aquatique et le terrestre, avec une alliance du Scorpidio Scorpioidis utricularium minoris. C'était plus dur à prononcer, donc ça va aller après. Donc on va retrouver effectivement au sein de ces gouilles des populations potamo colorées, également des herbiers utriculaires, et puis utriculaire vulgaire, et puis utriculaire mineur, Utricularia minoris, et puis des herbiers acaracés qui sont toujours présents aussi au sein de ces communautés-là, qui sont essentiellement des gouilles temporaires, par en eau permanente sur l'année. Une fois que ça s'est un petit peu plus stabilisé, on est sur des végétations de l'alliance du Carission, l'Aziocarpé, avec un cortège extrêmement patrimonial, notamment le trèfle d'eau, le Nianthus trifoliata, la potentie des marais, comme arôme palustré, et puis Carex l'Aziocarpa. Donc ces trois espèces sont protégées en Picardie, et les populations de Carex l'Aziocarpa sont très très importantes à l'échelle de la réserve. On a des surfaces vraiment conséquentes. Cette végétation est bien présente. Ensuite, on passe aux végétations de tourbières basses de l'hydrocotylo Choignon hydricanthis, qui est caractérisée notamment par le Jonchus modulosus qui est très présent, et le choin noirâtre qui est un peu plus discret sur la réserve. A noter que cette végétation elle est complètement interpénétrée avec la précédente. On a des cortèges floristiques qui sont d'ailleurs assez communs entre les deux. Jonchus modulosus et toute une partie des carex qu'on peut retrouver, comme le Carex l'Aziocarpa, qu'on peut retrouver et dans le Carission, l'Aziocarpé, et dans le Choignon hydricanthis. Donc c'est parfois difficile de faire la distinction entre ces deux stades, qui sont plus dynamiquement, sont très réactifs. On passe très vite de l'un à l'autre, dans un sens comme dans un autre. Ensuite, on a les roselières équarrissées tourbeuses du gros Maillot Carission élaté. Alors il y a deux diapos parce qu'il y a donc c'est roselières équarrissées tourbeuses. Dans les roselières tourbeuses, le Telicterido fragmentatum australis et le Lactyro lysemachietum, avec notamment la geste des marais, l'Actylus palustris, qui a des populations conséquentes sur la réserve également. Et puis la version carissée, autour du Caricetum élaté sur les stations les plus fraîches, passant par le groupement Acarex acutiformis et Acarex scriparia, qui n'est pas forcément patrimonial, mais je vous présente là parce qu'on va en parler beaucoup après dans la dynamique, et des surfaces conséquentes de cladiers, du Cladietum mariski, végétation prioritaire de la directive habitat. Bonjour. Quelques dates clés. Alors le début, vraiment, donc début de la gestion
2001, avec un état initial qui a été fait donc, par le conservatoire botanique de Bailleul. Le premier plan de gestion qui a été validé donc, en 2006, et c'est là vraiment que les gros travaux de restauration ont débuté. Et ont continué donc, sur le deuxième plan de gestion, avec environ une cinquantaine d'hectares qui ont été restaurés, notamment par le déboisement, et qui ensuite ont été entretenus. C'était une logique en disant, voilà, si on peut restaurer les milieux, derrière, il faut à chaque fois prévoir un entretien. On verra avec les patents tout à l'heure. Et là, actuellement, on est sur la validation du troisième plan de gestion qui devrait débuter en 2018. Juste pour les deux secteurs, donc on va quand même faire des focus avec derrière les zones, le secteur qui est situé dans ce secteur-là, et sur le prêt de compte, une partie ici. Donc le but, c'est de vous montrer deux exemples de gestion qui ont lieu depuis pratiquement le premier plan de gestion. Donc sur la parcelle de derrière les zones que vous montrait Sébastien, c'est une expérience essentiellement de déboisement puis pâturage. Et sur la partie du prêt de compte, qui est historiquement la partie la plus patrimoniale de la réserve, c'est une expérience de fauche. C'est plus que une expérience. Voilà. Derrière les zones, état donc en 2001 avec au niveau de la végétation une sol arborescente avec plus de 70% de sol, donc un milieu qui était vraiment très boisé, avec un objectif qui était relativement modeste, qui était la restauration de végétation herbacée, notamment le mégaphorier. Au niveau des travaux qui ont été mis en place, on est parti sur travaux de restauration, comme je vous le disais, avec du déboisement. Sauf qu'à l'époque, techniquement, donc on est sur des milieux qui sont très peu portants, tourbière basse, et les moyens financiers n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Donc déboisement sans essouchage, sur environ 12 hectares. Et derrière, donc mise en place de travaux d'entretien. Techniquement, comme en présence de souches, et de même au niveau financièrement, c'était assez dur, donc mise en place du pâturage. Il y avait aussi la volonté de pouvoir mixer, on verra tout à l'heure avec d'autres secteurs, différents types de gestion pour voir comment le marais allait réagir et les résultats qu'on pouvait avoir ensuite. Donc on est parti directement sur du pâturage bovin, donc mixte bovin-équin. À l'époque, on était sur du pâturage d'avril à décembre, puisque suite au déboisement, on avait quand même une ressource alimentaire qui était relativement faible, avec une pression relativement faible à 0,5 UMB par hectare et par an. La volonté du gestionnaire aussi, c'est de travailler avec des races plutôt locales, alors, Thierry ne va pas aimer, plutôt françaises. On avait recherché donc, dès 2002 à utiliser des partenariats avec des éleveurs locaux, donc, ce qui ne s'est pas réalisé. Donc il y a eu la mise en place d'une association à côté pour la création d'un troupeau de bretonnes pinoires. Donc l'association Nature Pâturage a été créée pour, dans un premier temps, la gestion du pâturage dans la réserve naturelle et complément donc, avec des chevaux Camargue en régie. Aussi dès le départ, non-utilisation d'entités parasitaires dans le cahier des charges, avec des résultats qu'on voit actuellement, où on a tout ce qui est entomofaune, aussi mycoflore, et on parlait des bécassines tout à l'heure, où régulièrement, on a un indice de présence, que les bécassines vont fouiller régulièrement dans les bouses. Alors à l'issue, donc à l'état initial, je ne sais pas si on voit les gens bien, donc je vais faire une vidéo. Donc l'état initial réalisé par le conservatoire botanique en 2001 montrait un espace très boisé ici, qui relevait de la sole inondable, la sole cendrée. Ici, c'était également boisé en béculé. Et la zone centrale correspondait à une grande zone de mégaphorbier ou de cladier, mais où on avait un taux de boisement qui atteignait déjà les 30%. À l'issue du premier plan de gestion, on se retrouve avec toujours ce boisement qui a évolué, qui a mûri, on va dire, dans le secteur sud. Et puis tout ce secteur-ci qui a subi donc, le déboisement et la mise en pâturage, où on voit se développer en rouge, c'est une Caricia caraxacutiformis qui s'est développée sur de larges espaces. En bleu, vous avez des végétations de tourbières basses qui sont développées à partir des endroits qui étaient historiquement restés ouverts, donc essentiellement des légumes de chasse. Donc le long d'un fossé là-haut, et puis effectivement, on avait un développement de tourbières basses au sein de la Caricée. Mais la Caricia caraxacutiformis correspondait quand même à une surface très importante. À l'entrée de la parcelle, en gris, ici en gris, on avait aussi des soucis de surpâturage locaux. Le troupeau restait essentiellement sur les zones un peu plus sèches, avec développement de végétation de prairies hydrophiles qui dans l'absolu peuvent être intéressantes, mais qui n'étaient pas l'objectif de gestion ici. L'évolution de la gestion et l'évolution de la parcelle aussi, donc en 2010 jusqu'à 2016,
où là, donc, suite au développement, comme le disait Marion, donc, on a eu un développement des terrisses et des jonchés, et donc volontairement, donc, on a maintenu environ 2 hectares de boisement, avec des objectifs qui ont été précisés, et cette fois-ci on n'était plus sur la végétation herbacée, mais on était diversification décarissée, qui s'était bien développée, et restauration de végétation herbacée patrimoniale, avec une gestion toujours un complément de déboisement, et un maintien du pâturage tel qu'il était, avec les mêmes pressions, les mêmes dates de pâturage, avec une subdivision quand même des parcelles pour éviter que les animaux ne surpâturent trop, notamment à l'entrée du secteur. Alors donc ça c'était donc ce que je viens de vous expliquer à l'issue du premier plan de gestion. Et l'état de l'année dernière, à l'issue du deuxième plan de gestion, on a toujours une carissée qui est assez importante, mais la taille de bleu s'est un petit peu développée. Ici, sur ce secteur-ci, qui était donc carissa et carissa pitiformis, on est sur une mosaïque de végétation qui relève de caression élatée, mais on a différents faciès de carissée et le développement de tailles de végétation de tourbière basse qu'on n'avait pas avant. Ici, dans le secteur sud, c'est 5 hectares de déboisements complémentaires qui ont eu lieu. Il ne reste plus que cette partie en marron qui est encore boisée. Et suite au déboisement, comme sur le restant de la parcelle, on a vu apparaître également sur ce secteur la carissée à carissa pitiformis. Si on regarde un petit peu les surfaces, les différentes végétations qui étaient ciblées sur cette parcelle-là, on voit qu'effectivement les boisements dégringolent, quand même, on mettait à faire du déboisement pour rien, au profit de la carissa pitiformis, qui malgré nos efforts entre 2010 et 2016 continue à prendre de la surface. Essentiellement, c'est des surfaces prises sur les déboisements qui ont lieu durant le deuxième plan de gestion. On se rend compte que les prairies et gros fils, on maîtrise à peu près la situation, elles ne se développent pas trop, et les végétations tourbière basse du choignon nigricanthis, en bleu là, progressent mais tranquillement. Il faut dire qu'on était quand même sur les secteurs qui en 2001 étaient boisés, donc les végétations de tourbière basse, c'est quand même des végétations assez pionnières. Pour les restaurer, c'est lent, c'est laborieux, il faut prendre le temps. Allez, c'est parti, on change de secteur, on passe de l'autre côté de la route. Voilà, et on accélère. Désolé. Donc le secteur du pré de Ponte, cette fois-ci, on avait une végétation complètement différente, avec une clavier qui était boisée à 30%, avec des objectifs qui étaient bien tout de suite définis, et c'était la restauration d'habitats herbacés patrimoniaux. Mêmes interventions, déboisement sans dessouchage, sauf que comme les arbres étaient beaucoup de dimensions, diamètre plus faible, donc il a été plus facile derrière de remettre en place de la fauche exportatrice, avec adaptation d'outils locaux, avec l'entreprise locale, et des outils adaptés. Donc là, on a une photo du chenillard, donc un engin articulé, faible pression, on est à 130 maintenant, 130 grammes au centimètre carré, et toujours exportation des produits de fauche qui sont réutilisés derrière par un agriculteur voisin en amendement. Et des rythmes d'intervention qui sont adaptés en fonction des objectifs qui ont été définis. Donc on est de l'annuel, triennal, voire même quinquennal dans certains secteurs. Alors la carte était assez simple en 2001 parce qu'effectivement on avait une grande clavier qui prenait l'essentiel de la surface avec un boisement qui atteignait quand même 30% mais qui était considéré comme une végétation ouverte. Et puis ce polygone entre guillemets était ceinturé par des végétations soit de tourbière basse dans un ancien lion de chasse encore une fois, soit carrément de goût tourbeuse à potable coloré. La partie violette c'est le long de la route, c'était du mégaforbier. Donc à l'issue du premier plan de gestion, on a une diversification quand même de la parcelle. Bon, l'échelle de levée de données n'était pas la même non plus, je pense. Et donc on a laissé vieillir un îlot ici qui s'est boisé jusqu'à atteindre le stade de saulet arbustive. La clavier est toujours bien présente, mais elle n'a plus de taux de boisement du tout, c'est vraiment de la clavier. Et les taches de vert correspondent à des végétations de goutte tourbeuse du Carission lasio-carpé. Le bleu toujours à notre végétation de tourbière basse, donc on voit que localement on arrive à faire un peu régresser certaines carissées. Ce qui veut dire c'est qu'on avait quand même des surfaces importantes de clavier qui correspondent quand même à des végétations prioritaires de la directive, mais qui ont une tendance au vieillissement et à l'appauvrissement en termes de cortège floristique. Donc le but c'était de conserver des zones de clavier très denses et puis des zones de clavier un peu moins sénescentes, on va dire, un peu plus diversifiées au niveau du cortège floristique et un peu plus pénétrable. Évolution sur ce secteur avec une végétation qui est passée donc tourbière basse avec la ligne clavier, une diversification. Un objectif qui a également été précisé qui était le maintien d'une mosaïque d'habitat cette fois-ci, et une diversification des facettes de clavier et développement des espèces patrimoniales. Au niveau de la gestion, maintien de la gestion avec une fauche exportatrice, des rythmes différents qui sont adaptés en fonction des résultats localement. Et toujours les outils qui sont de plus en plus perfectionnés pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc là on était sur des périodes relativement sèches.
avec des dates d'intervention aussi qui ont évolué, puisqu'on a une explosion notamment des populations de gentianes pneumolentes, donc des fauches qui ont lieu plus tard en saison pour pouvoir permettre à la plante de faire son cycle complet. Ça aussi, c'est des choses qu'on prend en compte. Et derrière, donc, pour le maintien notamment des différences mosaïques avec des dalles de fauches qui évoluent. Alors le résultat de ça, à l'issue du deuxième plan de gestion, c'est qu'on a un développement des carissés, du carission lasiocarpé, des taches vertes que vous voyez se développer. La clavier est toujours là, mais on a développement, on arrive à un stade dynamique qui est assez intéressant, où en fait effectivement le clavietum en surface a régressé largement, mais encore très très présent encore, au profit essentiellement du carission lasiocarpé. Et on se rend compte à la faveur des rythmes d'intervention qu'on arrive à un stade dynamique où on ne maîtrise pas vraiment les choses, mais à des niveaux d'eau corrects, on passe effectivement quelques années des gouttes tourbeuses aux tourbières basses, du clavier jeune et une clavier qui s'intensifie. Et au bout de 3 ou 4 ans, on a l'obligation de faire une fauche pour revenir au moins aux tourbières basses quand les niveaux d'eau ne sont pas très bons, voire aux gouttes tourbeuses quand les niveaux d'eau sont relativement importants. Je crois qu'on a fait on est à 0, donc un bilan assez vite, donc on a quand même une évolution positive de ce qu'on fait, donc ça c'est quand même du bien. Au niveau technique, voilà, donc on a mis en place au niveau technique des choses sur des larges surfaces, c'était aussi ça l'objectif, c'était éviter de faire du jardinage et pouvoir travailler au moins sur des parcelles de minimum de 4 hectares. Et au niveau des suites à donner, au niveau du pâturage, là déjà au niveau des durées de pâturage, cette fois-ci on a réussi à adapter et pouvoir faire du pâturage tout au long de l'année, donc de janvier à janvier. Donc pâturage d'hiver, ce qui est important, et on commence à voir, là ça va faire le deuxième hiver, que les résultats sont, voilà, c'est ce qui manquait. On le savait plus longtemps, mais là on a pu le mettre en place. Et voilà, pour aider aussi, on va mettre en place une petite aide ponctuelle au niveau mécanique avec du broyage, par exemple, du broyage de roncier. Et sur le pré-le-compte, on va continuer les travaux en faisant évoluer les périmètres en fonction des résultats. Merci beaucoup. On va prendre juste une question. On va d'abord applaudir le Vous avez interdit les antiparasitaires pour les troupeaux. Oui. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous avez trouvé un éleveur déjà qui est d'accord pour pas donner d'antiparasitaires à ces animaux entre avril et décembre? Et comment est géré du coup le parasitisme chez les animaux? Est-ce qu'il y a des coprologies de fait? Est-ce que Alors, c'est assez simple. Bon, les chevaux, donc c'est réalisé en régie, et les animaux, donc pour les Bretonnes, donc c'est une association qui a été créée à côté, donc de personnes qui étaient intéressées, qui sont plus ou moins intégrées à la gestion de la réserve, et des gens du village, donc qui sont extérieurs justement à la gestion de la réserve, qui en fait sont partis sur le principe dès le départ, dire on n'utilise pas. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu de discussion, on était vraiment tous d'accord, et au niveau des résultats, c'est le plus simple, c'est que les animaux donc, sont auto-consommés, et c'est le vétérinaire, surtout l'abattoir, qui nous donne les résultats, ne serait-ce que pour les foies, qui sont des indicateurs. On a des foies qui sont superbes, voire dans de meilleurs états que certains animaux qui sont, eux, vermifugés, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et au niveau de ce qu'on peut voir aussi, donc on n'a pas eu de propos qui ont été faites. Mais au niveau de l'état sanitaire des animaux, on a des animaux qui sont bien gras, qui n'ont pas de problème, qui vivent bien, qui sont, je pense, heureux. Je ne sais pas, je ne l'aurais pas demandé, mais je pense que voilà, l'indicateur de l'état corporel des animaux est quand même un bon indicateur. Et voilà, la reproduction se passe super bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose à valoriser du coup, parce que je sais que c'est un problème qui rencontrait pas mal, parce qu'on a tendance à dire, même encore aujourd'hui, que ce soit au privé, aux éleveurs, c'est 4 vermifuges par an, etc. Et du coup, c'est chouette de voir qu'il y a quand même des exemples où on se passe antiparasitaire et où ça marche très bien, quoi. En 2002, quand on a cherché à travailler avec les éleveurs locaux, on a quand même eu des retours en nous disant que si je mets mes bêtes dans le marais, elles vont manger des plantes, elles vont se faire empoisonner. Bon, c'était quand même un peu dur. Donc, Ok, on va s'arrêter là. Je veux juste rappeler que les parasites appartiennent à la biodiversité. Il y a des espèces rares, des espèces menacées aussi chez les parasites. Et ça peut être intéressant aussi dans un plan de gestion dans un naturel de parler aussi des parasites et de les maintenir parce qu'ils ont aussi une raison d'être. Pour info, on a juste fait une étude copro et on en fait une il y a 10 ans et on va refaire une deuxième là pour voir l'évolution. On va aller.